Je vous propose de démarrer notre webinaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes donc aujourd'hui réunis pour traiter des enjeux et des apports d'une solution de gestion de la relation usagée. Nous allons traiter des points d'attention et tout ceci au travers du témoignage de M. Éric Bockel, qui est DSIN aujourd'hui à la mairie de Vitry-sur-Seine. Nous avons autour de cette table virtuelle, même si nous sommes regroupés tous ensemble dans les locaux de Novéane aujourd'hui, nous avons donc Monsieur Éric Bockel, nous avons Guillaume Alasseur, qui est directeur d'une des entités accélération digitale du cabinet Novéane, moi-même, donc qui suis directrice du développement et du marketing au sein du cabinet Novéane, et puis deux personnes de la société Quadra Informatique, M. Jocelyn Berleux, qui est responsable de la BU secteur public chez Quadra, et M. Patrick Perrois, directeur technique et innovation chez Quadra Informatique. Alors, ce que nous vous proposons pour cette, ce webinaire, c'est le sommaire suivant, sachant que, évidemment, l'objectif, c'est de laisser la part belle au témoignage de M. Bockel. Il va justement nous présenter la genèse de ce projet. Nous aborderons les principaux enjeux de son projet, les difficultés rencontrées et évidemment les leçons à tirer, les facteurs clés de succès. Et nous nous efforcerons tout au long de la présentation ou sur la fin, si tous les sujets n'ont pas pu être abordés, de répondre, et en particulier M. Bockel, aux questions que vous poserez donc sur le chat. Alors, avant même de passer à la genèse du projet, je vous propose quelques mots dits donc par Guillaume sur le cabinet Novéane pour simplement que vous puissiez identifier qui nous sommes, et puis en parallèle aussi quelques mots de Quadra Informatique, et ensuite M. Bockel prendra le relais sur la genèse du projet. Et donc Guillaume. Oui, merci beaucoup Marion pour cette introduction et pour l'organisation de ce webinaire. On est très contents. Alors là, je ne sais pas si ça se voit, mais on est ensemble. Il y a pas mal de vaccinés autour de la table, on vous rassure, et on respecte les distances et les gestes barrières. Il y a effectivement un sentiment de retour à la normale, et c'est un événement qui nous fait plaisir. Alors, le cabinet Novéane, effectivement, on est particulièrement connu de tout le monde autour de la table, donc je vais vous présenter notre cabinet en quelques instants. Le cabinet Novéane, c'est un cabinet de conseil à taille humaine. On est 140, donc effectivement, à 140, tout le monde se connaît. Et il y a effectivement une relation humaine importante dans notre cabinet. Et on connaît aussi très bien nos clients. On a une base client de 200 clients en base qui sont effectivement assez fidèles également. Donc on est un cabinet de conseil PME, encore une fois, mais qui a développé effectivement depuis 15 ans des spécialités, des métiers. Et une de ces spécialités et de ces métiers, c'est le conseil aux collectivités territoriales. Une équipe d'une vingtaine de consultants qui est aussi aidée par tout un réseau de partenaires indépendants ou de cabinets aussi plus spécialisés en technologie. Ou encore des petites startups que nous repérons et que nous promouvons auprès de nos clients. Notre positionnement, c'est vraiment le conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la sécurisation des projets. Et les thématiques des projets qui nous entraînent depuis des années au sein des collectivités, eh bien, il y a bien sûr des projets de relations usagées, de relations citoyennes, on va en parler aujourd'hui. Et on constate aussi l'émergence des sujets de Smart City, effectivement, qui sont au cœur des préoccupations des élus, mais aussi, bien sûr, des citoyens. Donc, je serai avec plaisir à vous accompagner aussi sur ce webinaire. Merci Guillaume. Je propose à Patrick Perrois et puis Jocelyn de présenter brièvement en miroir la société Quadra Informatique et la solution Cap Demat, qui était la solution de gestion de la relation usagée qui a été mise en œuvre par M. Éric Bockel. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire autour de la solution de la relation usagée. Donc moi je suis Patrick Perrois, directeur technique et innovation au sein de Quadra Informatique.
Donc pour vous présenter très rapidement Quadra Informatique, écoutez, on a été créé en 1997. Aujourd'hui, Quadra Informatique, c'est environ 230 collaborateurs pour un petit peu plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quadra Informatique, c'est deux grands métiers. Le premier métier historique de Quadra, c'est l'assistance technique, c'est-à-dire c'est la capacité à proposer à nos clients la mise à disposition d'experts, de collaborateurs pour les aider dans leurs propres projets. Donc Quadra Informatique, on est présent sur une bonne partie de l'Hexagone, comme vous le voyez sur la carte en haut à gauche, hein, au travers de 10 agences. Ensuite, le deuxième grand métier de Quadra Informatique, ce sont les centres de service, c'est-à-dire la capacité à prendre un projet au forfait pour le compte de nos clients. On va retrouver 4 grandes entités, 4 grandes business units autour de ce centre de service. L'une qui est dédiée aux technologies .NET, une autre dédiée aux technologies PCsoft, la troisième, l'agence digitale, qui va travailler sur un certain nombre de CMS open source notamment, et puis également un métier qui nous permet de créer des plugins sur les différents CMS du marché, autour notamment de la logistique et dans le secteur bancaire, par exemple des plugins de paiement. On va travailler soit sous notre propre marque, soit également sous marque blanche pour des clients comme BNP, des clients comme La Poste et consorts. Enfin, la dernière entité opérationnelle, c'est une entité qui est dédiée au secteur public et dont Jocelyn est le responsable. Et dans cette entité, c'est dans cette entité en fait, que nous faisons l'intégration de la solution de gestion relations usagers Capdemat. Voilà en grande ligne autour de Quadra Informatique, les grandes lignes autour de Quadra Informatique. Deux choses également qui sont à préciser, vous les voyez tout en haut de ce slide, en plus on en est relativement fiers, hein, puisque c'est tout nouveau. On vient d'obtenir 2 index de satisfaction, l'Happy at Work et l'index également Happy at Anywhere, distribué par la société Choose My Company, qui reflète en gros la satisfaction de nos collaborateurs à travailler au sein de Quadra Informatique. Maintenant, si l'on passe sur la partie Capdemat, donc on parlait tout à l'heure de la solution de gestion de la relation usagée. Donc cette solution que l'on utilise s'appelle Capdemat Evolution. Elle est éditée par une association, donc c'est relativement atypique, c'est pour ça que je vais passer un petit peu de temps à vous la décrire. En fait, c'est un éditeur, Capdemat c'est un éditeur au sens classique du terme, mais pas un éditeur privé, c'est un éditeur de type associatif, avec une structure juridique de type association, et l'ensemble des clients, des membres, deviennent membres de cette association et donc participent aux assemblées générales et également président aux destinées, à la feuille de route, hein, décide de la feuille de route de cette solution logicielle. Donc c'est quand même très atypique puisque chaque client est partie prenante, si on peut dire, de l'évolution de cette solution. Ensuite, la solution de GRU, gestion de relation usagée, qu'on appelle également gestion de la relation citoyenne, est basée sur 2 solutions principalement open source, à la fois pour le front office, la solution WordPress, et sur la partie back office, la solution Suite CRM. Je vous ai mis en bas à droite hein, les coordonnées pour pouvoir également contacter cette association. Alors nous, on travaille en tant qu'intégrateur, c'est-à-dire qu'on va aider nos clients à mettre en place cette solution, à l'installer, à faire les formations, à faire le paramétrage ou les développements spécifiques nécessaires. Mais vous pouvez tout à fait, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, vous pouvez tout à fait vous passer de l'intégrateur, prendre en charge cette solution, puisqu'elle est distribuée dès lors que vous êtes membre, elle est distribuée sous forme open source. Donc vous pouvez très bien récupérer ce format open source, faire vous-même ou faire dans vos équipes les différentes adaptations. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je passe la parole maintenant à mon collègue. Très bien, merci beaucoup Guillaume d'une part et Patrick d'autre part. Alors, ce que je vous propose donc, comme annoncé, Monsieur Bockel, c'est que vous puissiez peut-être vous présenter plus en détail et exposer la genèse du projet avant que nous traitions des enjeux. Bonjour, je suis Eric Bockel, donc je suis le directeur des systèmes d'information et du numérique de la ville de Vitry-sur-Seine. Je viens vous parler néanmoins d'un projet de mon ancienne collectivité, Alfortville, qui est située juste de l'autre côté de la Seine, à quelques kilomètres. C'est une ville, Alfortville, qui est une ville de 45 000 habitants avec environ 850 agents qui travaillent pour la ville et puis ils sont PCS. Alors, le projet Relations usagers en 2014, année où il y a une élection municipale, c'est avant tout une commande politique de la majorité municipale avec 2 enjeux concrets du programme de cette majorité.
Un, de mettre les Alfortvillais au cœur du projet, et le deuxième, de développer des services publics protecteurs. Avec un contexte en 2014 d'une administration profondément silotée et d'un parcours usager qui se révèle souvent être un parcours du combattant pour les Alfortvillais, ne serait-ce que pour inscrire leurs enfants dans les domaines de la petite enfance et de l'enfance. Pas de service en ligne et nécessité effectivement d'aller dans des équipements qui ne sont pas forcément proches les uns des autres pour réaliser ce type de formalité. Alors ce projet relations usagers, au fil des ans, c'est devenu aussi un projet d'administration en tant que tel, un projet avec une très forte volonté de moderniser l'action publique. Au cœur de ce projet, effectivement, comme on vient de le dire, le parcours de l'usager et la transformation d'une organisation en effet miroir dès 2014 pour rendre ce parcours le plus simple et le plus lisible pour tous. Alors le numérique et notamment le choix d'une plateforme relation usagers va se révéler essentiel, mais sera au fil des ans toujours considéré comme accompagnant en quelque sorte la mue tant de l'organisation que du parcours usager et surtout pas l'inverse. À ce jour, en 2021, le projet n'est pas terminé, il continue petit à petit. Ville, c'est pour répondre à cette commande politique que j'ai évoquée, de mettre l'usager au cœur des dispositifs. C'est simplifier son parcours, apporter à l'usager une réponse, quelle que soit la nature de sa demande et le mode de mise en relation, que ce soit par téléphonie, par courrier, en venant à un guichet ou en utilisant une procédure dématérialisée, un service en ligne. Donc c'est lui apporter de la traçabilité et s'assurer derrière que, quelle que soit encore une fois la nature de sa demande, on lui apporte une réponse dans des délais qui sont là aussi clairs de son point de vue. Et en effet miroir, l'administration va en quelque sorte revisiter son propre parcours, ses propres process pour accompagner ce parcours de l'usager et bénéficier lui aussi en termes de suivi d'activité de pilotage de la même lisibilité, de la même traçabilité. Le deuxième enjeu, c'était de développer, de faire en sorte en tout cas de développer une démarche projet et un management le plus participatif possible, avec des choix qui soient partagés à tous les étages et qui soient assumés. On a de ce fait mis en place une démarche collaborative avec des ateliers qui impliquaient les agents à tous les étages de la collectivité, d'un agent au guichet en passant par une directrice. On s'est posé collectivement des questions sur nos modes de faire et on a formalisé ces parcours et les process ensemble en les dessinant sur ce qu'il était possible de faire, notamment en termes de mutualisation. En termes d'organisation RH et spatiale, on a travaillé effectivement de manière très collégiale, de manière à redéfinir les modalités d'accueil, les fiches de poste, les missions. Et ce travail que nous avons fait sur ces aspects-là, on l'a aussi fait sur les outils numériques où les cahiers des charges ont été co-rédigés et les appels d'offres, les dialogues compétitifs ont été menés avec l'ensemble des partenaires qui avaient travaillé sur ces sujets, de manière effectivement, encore une fois, à avoir des choix les plus partagés et du coup les plus faciles, les plus aisés à mettre en œuvre. Troisième enjeu de taille, hein, c'est celui de faire en sorte que le numérique finalement soit le plus discret possible. On avait indiqué le fait que les outils savaient se faire oublier. Alors c'est vrai que dans le cadre d'un projet de transformation et d'organisation, le numérique, c'est un fantastique accélérateur, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc on a interconnecté les outils les uns aux autres. On a fait en sorte qu'ils accompagnent discrètement cette organisation de manière très efficace, mais on n'a pas voulu effectivement qu'ils soient trop visibles, essentiellement parce qu'on a aussi travaillé sur les différents modes d'accueil et on a notamment mis en avant tout l'aspect guichet présentiel sur ce projet relations usagers. Alors le dernier enjeu en tout cas, c'est un enjeu de nouvelle gouvernance
bien définir le rôle de chacun, mettre en place des dispositifs qui rendent lisible pour tous l'ensemble des demandes et la réalité de leur traitement. Ça permet de mesurer, d'évaluer, mais aussi de se projeter sur les offres de services qui étaient les nôtres. Typiquement, d'un point de vue déjà purement quantitatif, savoir combien d'offres dans les domaines de la petite enfance et de l'enfance. Annuellement, on était en capacité de proposer et de traiter. Merci de cette vision déjà assez haute, et puis on voit qu'effectivement le projet il est derrière, donc vous avez pu un petit peu mettre à plat les leçons et les grands enjeux. Moi, ce que j'ai entendu, en fait, Eric, c'est que finalement, un projet de GRC, de GRU, il y a peut-être 3 ou 4 projets dans le projet. Il y a bien sûr, on en a parlé, c'est presque la première approche. Je veux dire, c'est un projet presque d'entreprise. Les usagers, les élus doivent répondre effectivement à des demandes d'usagers de connexion, de connectivité, de simplicité administrative, de disponibilité haute quand même des services aujourd'hui. Et un usager attend de plus en plus de sa collectivité ce dont il dispose d'un point de vue digital, d'un point de vue omnicanal, multicanal, dans d'autres consommations de services. La protection sociale quand même bien avancée sur ces sujets-là. Et bien sûr, le secteur privé, le retail, etc. sont en forte avance sur ce domaine. Les collectivités se mettent au diapason et répondent à cet enjeu qui est de plus en plus aussi un enjeu d'attractivité. Finalement, quand on s'installe dans une ville, et bien on challenge un petit peu l'offre disponible, que ce soit l'offre bien sûr de mobilité, de crèche, mais aussi l'offre peut-être digitale, la simplicité d'accès aux services. Donc il y a ce projet d'entreprise. Il y a quand même aussi derrière un projet d'organisation, vous l'avez dit. Ça ne sert à rien de bloquer une solution sur des process ou un accueil qui est un accueil un peu déficient, sur lesquels il y a trop de temps d'attente, où les gens ne sont pas assez formés. Il y a un projet derrière d'organisation et de désilotage potentiellement. Et là, on va travailler sur les process. Alors, on parle de processus usager-centrique. Effectivement, on rebascule finalement l'analyse des processus au profit du citoyen. Et puis, il y a un projet d'embarquement des agents, parce que finalement, ils doivent s'approprier ce nouvel outil. Donc là, le rôle du chef de projet et du DSI et des métiers, c'est de designer le bon équilibre, effectivement, parce que vous avez déjà plein d'outils existants, vous avez des processus qui sont complexes, qui ne sont pas forcément adressés par les solutions de GRC actuelles, et donc il faut savoir découper et en même temps prendre un pari quand même je pense, d'un portail assez large qui embarque une grande majorité des marques. Ouais, ce sont des beaux projets, mais effectivement, attention à ne pas partir bien en tête sur un projet uniquement technologique. On est clairement sur un projet global. Quelques mots, Jocelyn, peut-être pour compléter. Très bien, donc comme on a pu le voir et comme on a pu l'entendre sur les interventions qui ont été faites juste avant, ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que la GRU aujourd'hui est à l'intersection des envies, des besoins et des préoccupations. On a aujourd'hui 3 pans distincts. On a d'un côté les usagers qui souhaitent pouvoir faire des démarches administratives toujours avec un souci de simplification constante des usages, pouvoir conserver la proximité, les échanges qu'ils ont avec les collectivités, donc faciliter la communication, et puis surtout pouvoir suivre en temps réel leur demande, où en est ma demande, qui traite ma demande, quelle a été l'issue de ma demande. Donc ça, c'est le premier pan que l'on voit. Le second pan, en regard de celui-ci, ce sont les collectivités. C'est-à-dire que les collectivités doivent composer avec un SI qui est existant, qui doit être revu ou modernisé pour pouvoir répondre aux envies des usagers et donc de mettre à disposition des démarches simples et rapides. Et il y a aussi un autre intérêt à ça, c'est la capacité d'être agile sur de nouveaux téléservices à proposer. Comme on peut voir aujourd'hui avec
avec la situation sanitaire du Covid, les collectivités veulent pouvoir déployer rapidement, des formulaires de téléservice. On peut prendre un exemple, que l'on a vu dernièrement, c'est la capacité de mettre en formulaire de service pour le recensement, pour la distribution des masques. Donc pour ça, il faut que la collectivité soit totalement autonome, heu, sur la plateforme pour pouvoir très rapidement justement diffuser, ces services auprès des citoyens. Et puis on a un troisième pan qui sont les élus. Effectivement, les élus, eux, doivent orchestrer, voilà, toute cette mise en place, tout en, conservant comme objectif les enjeux, les programmes politiques qui ont été mis en place, et garder toujours à l'esprit d'avoir l'usager au centre de la relation. Donc pour ce faire, nous on a mis en avant, 2 choix qui nous semblent importants. Le premier choix qui est la plateforme et l'éditeur, hein, qui va servir aux collectivités pour pouvoir diffuser, pour pouvoir mettre en place la gestion de la relation usager. Donc comme vous avez pu le voir juste un petit peu avant, Patrick Perroy expliquait que, la solution de gestion de la relation usager que nous intégrons, donc Capdemat Evolution, est une structure associative. Et donc, un de ses intérêts, un des intérêts les plus importants à ça, c'est la capacité aux collectivités à participer donc au devenir de la solution, puisqu'au travers des comités techniques, les collectivités, donc qui sont membres de l'association, remontent leurs besoins. Ces besoins sont étudiés et validés, puis intégrés dans la roadmap. Le second item, c'est faire le bon choix du prestataire. Effectivement, on a d'un côté une méthodologie solide et appuyée, mais ça va bien au-delà. C'est aussi les interactions qu'on a avec son prestataire. Est-ce que son prestataire est à taille humaine? Est-ce qu'on se retrouve plutôt avec un prestataire de grande taille, très processé? Et puis d'avoir aussi à l'intérieur de ces équipes du prestataire des collaborateurs qui sont conscients des enjeux métiers de la collectivité, qui connaissent bien les rouages et les métiers d'une collectivité. Et puis, globalement, pour terminer, c'est aussi le feeling, c'est aussi le fit, c'est-à-dire, essentiel, important d'avoir confiance et de pouvoir partager avec son prestataire une avancée, sous forme de partenariat, heu, voilà. Alors, on peut peut-être maintenant faire un éclairage sur, c'est un peu inévitable, hein, dans ces retours d'expérience, et c'est précieux d'avoir votre vision des principaux défis, des difficultés rencontrées. Alors, juste pour faire écho à ce qu'on venait de dire à l'instant, j'arrive après, j'en parle un peu, mais avant de parler effectivement des difficultés rencontrées, à un moment donné, on a eu le droit effectivement d'approcher les usagers et de travailler avec eux, finalement, donc c'était une étape importante. Et je me rappelle un ami effectivement qui m'a dit en aparté, on devrait l'écouter plus souvent. Voilà. C'est juste pour vous faire une aparté, mais c'est très positif parce que ça vient effectivement l'envolée un petit peu des plateformes participatives. On voit effectivement que c'est en train de prendre parce que voilà, j'en parle aujourd'hui des difficultés rencontrées. Alors, j'en ai cité quelques-unes, il y en a toujours pas mal finalement, parce que quand on travaille sur de la relation usagée, au-delà de s'intéresser à son parcours, on s'intéresse aussi à comment vit l'organisation, comment vit la collectivité. Donc forcément, on va être un peu, à un moment donné, comme un peu de l'irritant pour l'organisation, puisqu'on va venir changer des codes et changer des modes de faire. Entendez? Et donc le premier, en tout cas, alors une chose qui est très importante sur ce type de projet, il faut un portage égal sur toute la durée du projet. Alors c'est vrai que sur ce projet-là, on a connu des portages, des phases
Eric. Est-ce que vous m'entendez là? Je n'ai pas de retour, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, ok, bon, désolé, petit problème technique. Alors, je vais repartir du coup de ce que je disais. Donc, j'ai essayé de résumer les difficultés sur un projet comme ça qui, en plus, n'est pas encore terminé. On a des difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit sur le plan de la démarche projet elle-même, comme du numérique. On verra qu'effectivement, c'est un peu panaché. Donc déjà un portage politique et je dirais aussi la direction générale qui a été inégale, liée à des changements aussi à la fois d'exécutif et d'organisation. Donc ça veut dire qu'on a eu une première phase, j'y reviens un petit peu ensuite en fin de présentation, où effectivement il y a eu un bon alignement des planètes et tout s'est fait d'une manière à la fois très rapide et avec un grand succès. Et puis ensuite, on a effectivement un peu stagné pour aboutir effectivement à un an des élections municipales avec un projet qui s'est un petit peu arrêté. Le temps effectivement de passer cette étape. Deuxième direction rencontrée, on en parlera à la fin, on a beaucoup travaillé sur l'organisation. Et notamment, on a désiloté en quelque sorte, puisqu'on a travaillé une organisation orientée usager, ce qui veut dire qu'on a déconstruit certaines missions de directions expertes pour les mutualiser au sein d'une organisation commune. Ce qui effectivement a été un peu compliqué, c'est que l'équipe projet, on était deux avec un groupe de directeurs de projet au-dessus de nous, les deux DGA, on n'avait pas prévu d'être obligé aussi d'intervenir sur les projets de direction des directions expertes. Donc on a dû aussi intervenir sur les plans de charge et les missions des directions expertes, ce qui n'était pas forcément les choses qu'on avait identifiées au départ. Troisième chose, c'est un projet à l'envers. C'est-à-dire que dans les collectivités, on est assez fort pour travailler en boîte noire, sans l'usager. Donc au départ, on a travaillé certes de manière très participative au niveau de l'administration. Et puis, ce n'est qu'après la première mise en œuvre réussie qu'à un moment donné, on a travaillé en atelier avec à la fois les agents et puis les usagers, ce qui a permis effectivement de redéfinir ensemble les modes d'accueil et y compris de discuter des outils. Parce que c'est important de savoir comment à la fois les outils auxquels on pensait notamment à une file d'attente intelligente en lien avec la plateforme de relations usagers. C'est intéressant de voir comment les usagers la conçoivent, la pensent. Et donc tout ça, on a pu le faire. Quatrième sujet. Les usagers volontaires? Non, en gros, on a brassé à peu près plus d'une centaine d'usagers sur une semaine qui venaient. Et donc, on était accompagnés. Effectivement, il y avait toute une phase un petit peu d'analyse. Et après, on a monté des ateliers avec, effectivement, là, pour le coup, des usagers qui se sont inscrits. Il n'y a pas d'imposé quand même. Non, mais la démarche est intéressante. La démarche est super intéressante. C'est pour ça. Globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un diagnostic assez important dans un premier temps avec les usagers et les agents pour voir un petit peu comment ils étaient accueillis et comment ils étaient pris en charge en fonction de la demande qui était là-bas. On a fait des interviews, on a fait des dessins et de ça, ensuite, on a proposé un atelier où on a demandé aux usagers et aux agents qu'on a réunis ensemble avec effectivement l'équipe projet et un cabinet qui nous accompagnait, d'imaginer comment restructurer et la manière, et l'accueil de l'hôtel de ville et d'une autre antenne, mairie annexe, de regarder vers quel type d'organisation ils voulaient aller et, in fine, quel type d'outils et quel type de démarche on pouvait simplifier. Donc, on a vraiment travaillé avec eux sur ce spectre-là et ça aboutit à un livrable où vous avez des parcours dessinés, des locaux
revue et corrigée, en lien aussi avec la direction du patrimoine, hein, tout simplement, parce qu'il fallait quand même que les idées qui étaient conçues soient possibles. Et puis au niveau des outils, voilà, on les a fait travailler sur des maquettes papier. On leur a dit, voilà, comment vous voyez les choses, etc. Est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas? Donc, on a vraiment eu ce temps de travail, mais du coup, le projet a été vu à l'envers. C'est-à-dire que, typiquement, si on y réfléchit un petit peu, y compris pour éviter les problèmes d'inclusion qu'on connaît à l'heure actuelle, il lui fallu peut-être commencer par travailler avec les usagers et les agents en même temps. Mais à l'époque, c'était sans doute trop ambitieux en 2014. On a pu le faire en 2018, si je me souviens bien. Voilà, donc après, d'un point de vue techno, en 2015, on a un marché de la relation usagée qui est complètement immature, hein, on va se le dire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dialogue compétitif, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de choisir quelques intégrateurs ou éditeurs, et on va travailler à construire un cahier des charges en fonction des objectifs de la ville en termes de relations usagées. Donc, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre effectivement de challenger et notre propre projet et les solutions qui sont sur le marché. Alors, à l'époque, on en choisit une, et puis au bout de 2-3 ans, on fait un choix qui vient marquer une période où ça a plutôt bien marché, mais où on est bloqué sur un certain nombre d'usages et de fonctionnalités qu'on veut mettre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on passe à Capdemat au bout d'un moment, et qui permet en tout cas de prendre en compte un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas gérer, en tout cas avec la solution telle qu'elle était à l'époque. Bon, on a changé depuis très récemment. Et le dernier, on est un peu dans le cœur du moteur, hein. Quand on choisit de changer de solution, on choisit un intégrateur. Et il se trouve que ce qu'on a mis en œuvre est quand même très atypique, puisqu'on a interconnecté de la téléphonie, on a interconnecté des systèmes d'information, un paraphore électronique. Tout ça permet effectivement d'avoir des schémas complètement dématérialisés de fonctionnement, sauf que derrière, c'est la première migration de plateforme de relations usagées qui a lieu réellement, hein. Et on va tomber un petit peu dans ce travers. Donc, on va avoir un attelage qui va dysfonctionner. Ce qui est rassurant, c'est qu'il ne va pas forcément dysfonctionner que pour nous, d'ailleurs, accessoirement, ce qui permet aussi de relativiser. Mais on va avoir une période, en tout cas, où de quelque chose qui fonctionne, hein, on va avoir quelque chose qui va dysfonctionner. Et c'est remarqué par les usagers, parce que les usagers avaient des habitudes, et tout d'un coup, les habitudes bagotent un peu, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pour moi les principales difficultés qu'on a rencontrées, importantes. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un projet riche, et encore une fois, comme je l'ai dit, hein, on a été labellisé 2 fois, on a eu pas mal de récompenses, et en même temps, on a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, tout simplement parce que c'est la vie d'un projet. Et un projet, rien n'est noir, rien n'est blanc, il y a effectivement des choses qu'il faut relativiser. Merci beaucoup, Eric, pour cette photo tout à fait transparente, hein, des réussites et puis des difficultés que vous avez pu rencontrer. Effectivement, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un certain nombre de points de jonction majeurs, en fait, dans un projet de relation usagée. Alors, très modestement, nous, on essaye d'accompagner une partie, en tant que maîtrise d'ouvrage, de ces points de jonction, de ces points de risque. Notamment, alors c'est vrai qu'il y a tout le design de la solution, le design de la cible. Effectivement, il n'y a pas un design idéal. Il y a bien la prise en compte de votre existant informatique, mais aussi, comme vous le disiez, des attentes des usagers, de la nature même de l'implantation des sites, et de l'ambition, effectivement, que l'élu souhaite mettre en place en termes, effectivement, en termes de qualité d'accueil, hein. Donc, effectivement, cette définition de la cible, elle est de moins en moins top-down, et elle est de plus en plus collaborative. Donc, là, on a parlé d'ateliers usagers. Effectivement, les agents ont également leur mot à dire. Donc, il y a un certain nombre de techniques, de sondage, de mise en place d'ateliers de travail, d'ateliers de co-construction, de co-design, et dans une
une approche un peu agile, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout designer, mais en tout cas, on peut commencer à travailler sur des briques les unes après les autres. Le deuxième point majeur, effectivement, c'est quand même le raccordement, je dirais, au système d'information actuel. Il y a des dizaines de bases de données aujourd'hui clients, entre guillemets, au sein d'une collectivité. Et comme vous disiez, les éditeurs pardon, ne proposent pas une offre de service qui soit exhaustive et qui soit bonne à 100%. Donc, c'est assez intéressant. En 2015, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Aujourd'hui, effectivement, il y a un peu plus enfin, il y a même plutôt pléthore d'offres de services. Il y a les pure players quand même, relations usagers, collectivités, dont Capdemat fait partie en fait. Hein. Il y a les applications métiers traditionnelles collectivités de type famille, etc., qui commencent à essayer de monter en valeur et de monter en transversalité. Et puis, il y a les pure players plutôt du privé, du monde extérieur, qui s'intéressent de manière un peu plus très assumée aujourd'hui au monde des collectivités, mais qui ne connaissent pas cet environnement-là et peuvent effectivement appliquer des méthodes peut-être un peu trop simples ou brutes de décoffrage et ne pas comprendre la spécificité d'un certain nombre de choses, notamment par exemple tous les process famille, petite enfance, qui sont très qui embarquent des règles métiers très fines. Donc là, nous on va essayer d'être un peu les médiateurs entre ces univers-là en tant que maîtrise d'ouvrage, maîtrisant l'environnement métier. Après, il y a bien sûr les problématiques de change, d'accompagnement, mais ça on en parlera peut-être après. Jocelyn, quelques mots sur votre retour d'expérience sur ces difficultés, ces défis rencontrés, et puis nous passons aux leçons apprises de ce projet. Oui, alors effectivement, mais de toute façon, c'est très similaire, parce que dans notre approche, on accompagne les collectivités, donc bien sûr, les collectivités rompent, on les apprend en même temps, on les découvre ensemble. Par contre, il y a quand même un point que je trouve très important à souligner, c'est la légitimité de porter le projet. On est DSI, d'avoir la légitimité auprès et dans sa collectivité de porter le projet et de faire adhérer au maximum les agents, les responsables, les différentes directions au projet qu'on va mettre en place, au produit qu'on va mettre en place. Voilà, c'était un des points qui me paraissait intéressant. Et effectivement, pour tout le reste, très bien. Alors, quelles leçons, Eric, de ce super projet? Alors, il y en a pas mal, juste pour dire, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Jocelyn, hein, le pilotage, effectivement, alors, pour un DSI, en tout cas, comme je dis, la légitimité est souvent très longue à obtenir et on peut la perdre en 30 secondes. Il suffit d'un trou de sécurité, par exemple, et rapidement, on perd de la couleur. Le pilotage de ce projet s'est fait à deux voies. C'est-à-dire qu'on a, et sur des projets que je mène d'ailleurs la plupart du temps, c'est comme ça. On avait un chef de projet côté DSI, on avait cette chance, cette opportunité d'avoir une collègue qui était à l'époque collaboratrice de la direction générale et qui est devenue directrice de la relation usagée en tant que telle ensuite, hein, au profit du projet. Et ça nous permettait notamment d'avoir d'abord une force de frappe qui était importante, d'avoir une collaboration avec la direction générale et ensuite les élus qui étaient importantes. Juste pour rappeler ça, que je salue au passage. Ili Manouz, travaille toujours à Alfortville. Un parcours usager donc multicanal, c'est un des enseignements, des leçons à en tirer, hein, c'est qu'on a effectivement mis en place une plateforme qui a cette particularité d'être à la fois l'outil des usagers et l'outil de l'administration, puisque les usagers vont faire sur ce qu'on appelait tout à l'heure le front office, si on parle de Capdemat, leurs demandes. Ils vont pouvoir aussi dialoguer avec l'administration, puisqu'il y a des notions de chat asynchrone. Si vous y, comme on l'a fait à Alfortville, si vous y interfacez de la téléphonie, vous avez un centre d'appel avec la possibilité
si effectivement les dossiers des usagers sont bien remplis et bien mis à jour, la possibilité de savoir rapidement à qui on a affaire et donc de pouvoir traiter, comme si on était au guichet, les différents dossiers. Donc ça, c'est vraiment important. Effectivement, en miroir, vous avez le back-office de ce portail qui est l'outil de traitement, donc qui permet à la fois de traiter en guichet, en centre d'appel, et aussi en back-office, tout ce qui vient des démarches en ligne. Sur ce portail, on y a mis la famille notamment, donc tout ce qui est scolaire, périscolaire, la petite enfance. On y a mis les demandes d'état civil. On a fait un choix aussi, c'est que quand les démarches étaient prévues déjà au niveau de l'État, on ne venait pas les recréer sur Inform'Ville. On utilisait le canal service public en essayant d'interfacer dans la mesure du possible les outils métiers avec servicepublic.fr. Sur cette plateforme, on a effectivement une traçabilité, donc un usager est capable à la fois de savoir où il en est, il peut dialoguer avec les conseillers usagers, s'il manque une pièce jointe, il peut la retransmettre, etc. Il a un coffre-fort notamment, qui lui permet de déposer des pièges justificatifs. On est avec France Connect, hein, ça c'est à rappeler, et c'est vraiment important. Ce sont des données qui sont précises, hein, c'est-à-dire que la première année, alors je n'ai plus les chiffres en tête, hein, je vous avouerai, mais la première année, ça m'est resté en tout cas, on a su qu'on avait traité 50 000 demandes entre la famille et puis l'état civil, qui avait commencé un peu plus après, et puis une réelle simplification pour la petite enfance. Auparavant, tout était plus ou moins papier et on demandait le pédigré entier de la famille, hein, les revenus, les fiches d'impôts, etc. Là, on a fait en sorte un travail vraiment concret, hein, quand on parlait des process métiers. On a mutualisé, certes, mais on a aussi beaucoup simplifié. Donc, une famille qui fait une demande de place en crèche, on lui demande un certain nombre de choses pour effectivement s'identifier, préciser si l'enfant est né ou pas né, etc. Mais on ne lui demande rien d'autre. Et on va lui demander des compléments d'information si, effectivement, il a une place. Alors, pourquoi on a fait ça? Pour une raison toute simple, hein, c'est que souvent, il y a un délai quand même de longs mois avant de savoir si on va avoir une place en crèche, et ne serait-ce que les revenus, ou même l'adresse, ce sont des choses qui peuvent changer dans le temps, donc ça ne sert à rien de les demander, et ce n'est pas un critère en soi non plus. Donc voilà, on a vraiment, et complètement dématérialisé, c'est-à-dire qu'y compris la gestion des commissions d'attribution se faisait grâce aux informations captées de la plateforme, intégrées automatiquement dans le logiciel métier, ce qui fait que derrière, tout circulait, y compris les courriers d'attribution qui passaient par le parapheur électronique, etc. Donc vraiment un fort travail d'intégration et d'organisation et de numérique. Alors, le deuxième enseignement, effectivement, c'est qu'on a mis en place une organisation, donc on a créé une direction qui au départ était essentiellement orientée famille et qui en 2020, à mon départ, comportait l'ensemble des périmètres, petite enfance, ce qu'on appelle les affaires générales, donc ce qui va permettre de faire des passeports, des CNI, des attestations diverses et variées, l'état civil, et tout ce qui est accueil et standard. Donc on avait une équipe qui est passée progressivement de 8 personnes à environ 25, qui fonctionnait sur 3 équipements, avec une seule équipe de conseillers usagers qu'on a qualifiée de polycompétents, tout simplement parce qu'ils ont été formés et en capacité à la fois de gérer le multicanal et en même temps de gérer des demandes diverses, tour à tour, en fonction de ce que les usagers veulent. Un travail sur 3 équipements, donc trois accueils, hein, qu'on a retravaillés, y compris avec des ergonomes et des designers. Et on a travaillé aussi les conditions de travail, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que, ça pourrait s'appeler du taylorisme, hein, mais on a fait en sorte qu'avant, un agent devait à la fois répondre au téléphone, accueillir un usager, et puis traiter, et pourquoi pas un mail. On a complètement dissocié dans les plannings d'activité des agents ces différentes missions pour que, quand ils soient au guichet, ils ne traitent que du guichet et rien d'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, et on a mis pas mal de choses en place. Il y a des choses qui ont bien marché, d'autres sans doute à parfaire, en tout cas, parce qu'on a même mis en place, au-delà d'un centre d'appel, des bornes numériques qui permettent d'accéder au parcours qu'on a mis sur la plateforme Capdemat en l'occurrence.
Un autre enseignement, ben, c'est un projet co-construit, donc 360 à tous les étages, usagers compris, même si ça a pris du temps, c'est vraiment hyper important, à la fois avec des phases de co-construction, des phases de partage, et ensuite des phases d'accompagnement, puisqu'il a fallu effectivement rassurer, accompagner les agents, les former, et ça c'est un message qu'on peut faire passer. La formation, l'accompagnement est souvent très très long. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter, effectivement, à y mettre les moyens. C'est un des facteurs de réussite pour sécuriser les collègues dans des postures qui, finalement, sont assez nouvelles. Au niveau du numérique, nous, on a fait un vrai choix d'urbanisation des systèmes d'information. Pas toujours le cas. C'est sans doute une marotte personnelle. En gros, ça part d'une chose qui est quand même assez simple. Il faut se rappeler que l'informatique, c'est avant tout, en tout cas, automatiser et sécuriser l'information. Donc, il y a eu un slogan qui disait « dites-le une fois », qui est encore le slogan. Nous, on a privilégié en disant « on va le saisir une fois ». Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a cherché effectivement cette intégration. Et puis, ce projet relation usagers, quand même, pour vous en donner toute la genèse en quelque sorte, il fait partie d'une feuille de route numérique où, dès 2014, au-delà du travail sur l'organisation qu'on a mené en parallèle, on a dû construire un système d'information intégré. Ça veut dire qu'on a raccordé, quand c'était nécessaire, des bâtiments en fibre optique. On a mis en place, on a rénové la téléphonie parce qu'on ne pouvait pas mettre de centre d'appel avec la téléphonie qu'on avait à l'époque. On a changé des SI métiers. Et dans les cahiers des charges, on a mis ce qu'il fallait, avec des choses qu'on a adaptées depuis, les éléments qui nous permettaient de choisir des SI métiers ouverts, dans l'optique, effectivement, de les raccorder à une plateforme. Donc, ce sont des projets, effectivement, très tendus, puisqu'on a débuté en juin 2014 et on a mis en ligne, si je ne me trompe pas, en fin janvier 2016. Donc, tout ça, on l'a fait en 1 an et demi. Donc, effectivement, c'est un projet de longue haleine, ça c'est clair. Et donc, du coup, effectivement, on s'est fait accompagner, pas toujours par les mêmes accompagnateurs, on va dire, tout simplement parce que ça dépendait de l'objectif de l'accompagnement. Quand on a travaillé au début, on s'est fait accompagner par un premier cabinet pour nous aider aussi à complètement formaliser les process, parce que, sans y paraître, une collectivité, c'est effectivement beaucoup de métiers. Quand on a fait des ateliers de design, on a travaillé avec un cabinet dans lequel on avait des sociologues, des anthropologues, des métiers qu'on ne trouve pas dans nos collectivités, en tout cas de cette taille-là en tout cas. Et puis, projet de longue haleine aussi, il faut bien choisir ses partenaires. Donc on voit que ça a été un peu, on va dire, variable en fonction des moments, mais au final, on a pu rebondir sur le cas puisqu'on a changé d'intégrateur. Ça nous rassure, on avait un peu peur tout à l'heure quand on a vu intégrateur défaillant, mais on rassure tout le monde. Juste une petite précision, j'ai parlé d'un attelage. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Un attelage, j'en ai forcément 2. C'est bien. Ouais, pour moi, c'est bon en tout cas. Jocelyn, je crois. Non, c'est à vous, pardon. Non, mais effectivement, si on avait des interrogations au début du webinaire sur c'est un simple projet technique au long cours, on a bien la démonstration que non, c'est tout l'inverse. Alors, vous avez évoqué finalement ces leçons. Effectivement, moi je pense qu'il y a vraiment un énorme intérêt, un énorme enjeu pour une administration territoriale qui se projette dans l'avenir à se positionner sur ces projets. Et c'est une manière d'être un peu digital ready. C'est-à-dire qu'effectivement, ce projet-là, alors il est complet, etc. Mais derrière, bon, bienvenue effectivement les externalités et internalités positives. On a parlé des éditeurs qui se positionnaient dessus, donc ça c'est un point positif. De plus en plus, le marché technologique il est mature. Il ne faut pas oublier effectivement les produits de type État. La DINUM notamment travaille effectivement sur ces briques France Connect, Agent Connect, sur toutes ces API aussi qui sont providées par
qui sont fournis par effectivement les services nationaux de type CNAF, par exemple, impôts, et j'en passe. Et donc, effectivement, là, il y a toute une trajectoire d'API au service des collectivités territoriales qui sont intégrées et intégrables nativement dans ces solutions-là. Donc ça, c'est top aussi parce que ça, finalement, ce n'est qu'un accostage et vous bénéficiez de ces services et vos usagers, vos clients accèdent à ces services qui se démultiplient. On voit bien avec France Connect qui remporte un succès mérité. Et puis derrière, effectivement, il y a l'exploitation de ce service avec les data, le nouvel or noir digital, parce que effectivement, chaque transaction va générer de la data et vous pourrez vous-même analyser ces process-là de manière effectivement quasiment en temps réel, disposer, pourquoi pas, d'un cockpit de la relation usagée avec des indicateurs qui se mettent à jour sur effectivement des temps de traitement, sur des volumes anticipés peut-être de dossiers à traiter. Et donc, ça vous permet aussi d'ajuster finalement votre charge de travail par rapport à vos capacités et vos ressources par rapport à la charge. Il y a une notion de saisonnalité. Après, voilà, c'est toute l'infrastructure qui est disponible et qui nécessite de mettre en place des process d'analyse et des équipes, des nouvelles équipes, bien souvent, de professionnaliser effectivement cette relation usagée au sein de directions d'expérience usagée, direction effectivement de la relation usagée qui émerge et qui se structure. On le voit un peu partout chez nos clients. Voilà, donc effectivement, ce sont des super projets. Bon, là, ici, on affiche quelques facteurs clés de succès, mais plutôt dans la conduite du projet. Donc, on voit qu'il faut l'industrialiser, anticiper les phases. Les temps de marché sont importants. Le dialogue avec l'éditeur est très important, effectivement, parce que entre l'avant-vente et puis, effectivement, le produit, il y a beaucoup de paramétrage et de spécifications nécessaires pour que ça fonctionne bien. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas, mais le temps caché, vous le disiez, qui est l'appropriation en interne. Et effectivement, c'est le métier de l'accueil qui est transformé, mais pas que. Il y a bien sûr aussi le métier de l'expert qui est en niveau 2, qui lui aussi devient un élément clé finalement dans la relation usagée. Côté Quadra, Jocelyn, merci, Patrick, quelques éléments de... Patrick, effectivement, peut-être mieux, oui, complètement. Après, j'ai deux questions dans... Tout à fait, oui, c'est vrai. Là, on est un petit peu en retard du fait des problèmes techniques. On va aller très vite alors. Mais on va traiter les questions juste après. D'accord. De notre expérience, alors nous, on est intégrateur, vous l'avez bien compris, donc l'éditeur Capdemat, les personnes à MOA, les cabinets, c'est bien entendu L'Oréal, et nous, on est véritablement sur les aspects techniques. Donc, pour nous, quels sont les facteurs clés de succès? On le rencontre quand même en premier, vous l'avez évoqué, donc je vais pas passer beaucoup dessus, c'est recueillir l'adhésion. On ne peut pas lancer un chantier de cette nature-là sans avoir l'adhésion des décideurs métiers, des DSI, et des élus. Et à votre écoute, j'ajouterais et des usagers. D'accord, parce que vous voyez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je ne l'avais pas, les parties prenantes, tout à fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre mantra, quelque part, c'est avoir de grandes ambitions et commencer petit. Les écueils sont nombreux, vous l'avez dit, les freins en changement, à la fois en interne de l'organisation, l'écosystème est relativement large. Donc, faire attention à proposer, à faire des itérations de projet. Alors, faire des itérations de projet, petites pour livrer rapidement, pour satisfaire rapidement. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête son schéma, bien entendu, à long terme, mais de toute façon, livrons vite. Ça, je pense que c'est important. D'abord parce que ça rassure tout le monde. Les budgets, on les tient aussi, de façon, à mon avis, beaucoup plus sûre de cette façon-là. Par contre, vous disiez d'ailleurs, M. Bockel, vision d'urbanisation importante, il faut savoir où on va, pas forcément dans les détails, à la vis à la rondelle. Par contre, être capable d'itérer. Donc ça, c'est une chose importante. Écoutez, s'enquérir, c'est un peu pour nous, je suis désolé, c'est modeste au possible, mais s'enquérir de la bonne réputation des acteurs en présence. On a la chance d'être sur un marché où beaucoup de gens, on se parle tous, le marché des collectivités. Eh bien, renseignez-vous sur un tel, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, comment. Est-ce que, en gros, on est fait pour travailler ensemble?
On peut être fait pour travailler avec tel prestataire et pas avec tel autre. Ça ne veut pas dire qu'il soit bien, qu'il soit mauvais, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu de bon fit. Communication, transparence, là, j'allais dire, c'est plutôt ce que nous, on pense important, pas la peine d'aller vendre la mer à ses poissons, on communique, quand on sait faire, on fait, quand on ne sait pas, on dit qu'on fait et on fait, et quand on ne sait pas faire, eh bien, on refuse, ou en tout cas on propose des solutions. Hier encore, on a refusé auprès d'un prospect, parce qu'on s'est dit non, l'architecture telle qu'elle est proposée, on y arrivera pas, voilà, c'est pas quelque chose qui nous parle, il trouvera une solution, ça c'est important. Méthode de gestion de projet éprouvée, oui. Alors, on a une méthode classique qui marie à la fois du cycle en V et du sprint, de l'agile. On l'utilise depuis des années et des années. Le gros intérêt, c'est qu'elle est éprouvée, parce qu'elle a été sur bon nombre de projets, et pas seulement au secteur public, mais surtout, elle est un peu à tiroir. C'est-à-dire qu'elle est adaptée. Gros projet, on peut avoir une armada de corpus documentaire, notamment important. Sur des plus petits projets, eh bien, on a un peu moins de documentation. Et puis, je ne reviendrai pas, sensibiliser les métiers à la transformation. Je vous l'avais dit tout à l'heure, avec des choses que moi j'ai notées de mon côté, c'est dessiner ensemble. Ben, ça, je trouve que c'est aussi une bonne façon. Ben, c'est toute Béane qui est expert dans ce domaine, mais avec le métier, être capable de mettre en place, comment dirais-je, une belle expression de besoin. Sous format textuel, c'est toujours plus compliqué. Sous format dessin, c'est souvent un peu plus simple. Donc, il y a un certain nombre de techniques, on les évoquait tout à l'heure, mais peut-être ça appuyer sur ces aspects. Je n'ai pas été trop long, Marion. C'est très bien, merci beaucoup, Patrick. Et donc, on a, il me semble, une question qui est peut-être à tiroir. Je vous propose de la lire, Eric. Donc, c'est une personne qui indique le fait que vous évoquez une vision 360 degrés des demandes usagers. La question, l'avez-vous mis en place en back-office, pour les élus par exemple? Et si oui, quels sont les écueils rencontrés? Et complément de la question, au regard principalement des contraintes CNIL, RGPD, et notamment sur le cloisonnement. Bon, déjà, il faut savoir qu'on va peut-être prendre par la deuxième question. Hein. Nous, d'abord, sur les plateformes, de manière générale, on a obligation d'anonymiser les demandes au-delà d'un certain délai après leur traitement. Donc, c'est très variable, hein, ça dépend de la durée du traitement. On ne va pas anonymiser une demande de place en crèche de la même manière qu'on va anonymiser une demande d'inscription scolaire qui est quasi instantanée, alors que l'autre va durer plusieurs mois. Donc, voilà, simplement pour rappeler déjà ça. Donc ça, c'est une obligation. On a beaucoup réfléchi à la manière dont on allait partager l'information, et notamment pour respecter ce que la CNIL. Il y a beaucoup de discours sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de mettre en place une organisation dédiée avec des conseillers usagers qui auraient, dans leur description de poste, l'exhaustivité des missions et des demandes qu'ils auraient à traiter. Donc du coup, effectivement, au niveau de la direction usagée, il y a un partage exhaustif puisqu'ils sont amenés à traiter tout type de demande. Par contre, chaque direction métier ne voit que son spectre quand elle est concernée pour pouvoir y apporter une réponse. Donc c'est vraiment, on a bien distinct les différents publics qui ont accès à l'information. Quant à la question de comment c'était partagé avec des élus, alors c'est toujours un truc toujours étonnant en collectivité. Hein. J'ai une carrière hybride, donc je suis aussi passé par le privé. Généralement, les élus ont quelque part une vision prédigérée par l'administration pour faire simple, donc ils n'ont pas accès généralement aux outils métiers dans les collectivités, en tout cas dans celles où j'ai pu travailler. Donc on a effectivement les informations leur été remontées sous forme de tableau de bord mensuel et cumulatif annuel pour leur finalement prendre en compte ce fameux gisement de données dont on parlait tout à l'heure, pour bien comprendre quel type de données on avait, quel type de demandes on avait pris en charge, comment on les avait pris en charge, que ce soit en termes de canaux, voire de délai de traitement, et ce qui permettait du coup d'avoir une véritable vision sur les offres de services qu'on pouvait faire. Donc, voilà, on n'a pas étendu parce qu'en plus, ça aurait éventuellement posé des questions très comment dire, autour de la confidentialité des demandes, etc. Donc, on a été très prudent de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on a été d'autant plus prudent qu'au départ, les plateformes
de manière générale, ne permettait pas typiquement de faire des envois de mails ou des envois de SMS généralisés. Et le RGPD est tombé entre-temps, donc il a fallu effectivement adapter et surtout convaincre tout le monde, à tous les étages, que ce n'est pas parce qu'on avait des informations usagées en base, on avait le droit de les exploiter. Donc il a fallu bien travailler, y compris la manière dont on pouvait revenir vers des usagers pour leur redemander un consentement et leur expliquer la finalité du traitement qu'il y avait derrière. Donc nous, on est venu, notre projet, il s'est un peu glissé sur, voilà, le RGPD, c'est 2018, si je ne me trompe pas. Ah, donc il faut voir que nous, ça faisait déjà 3-4 ans qu'on était sur le feu. Donc on a dû du coup adapter un petit peu notre démarche, mais en tout cas pour ce qui est du partage exhaustif, c'est vraiment la direction relations usagers, aussi parce que, et c'est comme ça qu'on a déclaré à la CNIL, les conseillers avaient dans leur portefeuille de mission l'ensemble des demandes à traiter. En espérant avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions donc clôturer le webinaire avec quelques minutes de retard. Encore une fois, toutes nos excuses pour le problème technique. Nous allons revisionner la vidéo et peut-être procéder à un montage, voire réenregistrement de certaines parties pour vous livrer à tous qui êtes présents autour de cette table virtuelle un objet qui soit audible du début à la fin. Merci beaucoup, Eric, de vous être prêté à ce bel exercice de témoignage. Merci beaucoup, Patrick et Jocelyn. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Et merci à tous qui avaient été présents avec nous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.